Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Nous nous retrouvons pour un troisième volet qui va concerner le pervers narcissique et ses enfants. Quelles sont les conséquences sur les enfants? Comment est-ce qu'on peut au mieux les protéger? Et avant de démarrer, je précise que donc la date du live a été fixée au jeudi 20 juin. On se retrouve à 19 heures. Pour tous ceux qui veulent, pour tous ceux qui ont des questions à poser, vous êtes les bienvenus. Donc voilà, la vidéo va très bientôt être envoyée, vous n'aurez qu'à vous connecter. Et donc, on va y aller donc sur les enfants des pervers narcissiques, comment est-ce que ça se gère? Alors, une première remarque qui, à mon avis, est importante. D'abord, savoir que les enfants ont déjà leur propre personnalité, qu'il va y avoir une différence si le pervers c'était la maman, le papa, et si eux-mêmes seront des filles, des garçons. Au niveau de la construction, les choses ne vont pas se faire de la même manière. Combien de temps ils auront vécu avec le parent pervers narcissique? Quelle aura été donc l'influence très concrète et directe? Je prends l'exemple d'une mère pervers narcissique qui élève véritablement ses enfants avec un père qui est plutôt absent. Eh bien là, l'impact va être d'autant plus fort, d'autant plus important que si c'est un père pervers narcissique et que c'est la mère qui, pour l'essentiel, passe son temps avec ses enfants. Il va y avoir forcément une influence qui ne sera pas du même ordre. Donc il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu et d'ores et déjà ne pas enfermer l'enfant, ne pas je dirais, se projeter sur différentes difficultés et notamment se projeter sur le fait que forcément il y aura un enfant qui va reprendre le flambeau, on va dire. Non. Il n'y a pas de fatalité. On reparlera un petit peu justement comment est-ce que le parent qui lui a été victime du pervers peut se projeter sur ses enfants. Alors, malgré tout, effectivement, on va parler des conséquences. Bon, déjà, une des premières choses dont on avait bien parlé, c'est le fait que le pervers ment énormément. Donc, et il a tendance, comme il se sert des autres comme des objets, il va y avoir une négation finalement des ressentis de l'autre, de sa légitimité d'exister, etc. Pour l'enfant, effectivement, il va y avoir de toute façon d'ores et déjà une recherche d'amour du père ou de la mère, si c'est selon qui est pervers. Il va y avoir une recherche d'amour qui va être extrêmement importante parce qu'il va ressentir comme une espèce de manque. Il y a des cas où le pervers va se projeter sur un enfant, va avoir une préférence sur un enfant. Des cas aussi où il peut avoir à l'inverse, au-delà de se dire cet enfant-là, je me projette et je me reconnais en lui, donc finalement il va avoir une relation plutôt correcte avec lui. Il peut y avoir des cas où au contraire, il va y avoir comment dire, il va chercher un bouc émissaire, il va chercher un enfant sur lequel faire perdurer donc son attitude. Toutes ces choses-là existent. Le problème effectivement chez l'enfant, ce qui va être au cœur de sa problématique, c'est qu'à la fois, il va concevoir que son père n'agit pas correctement, qu'il y a des problèmes, il va le voir, il va le constater, et en même temps, il va de toute façon ressentir de l'amour pour le parent. C'est bien le problème. On peut parler des enfants battus, qui de la même manière se retrouvent confrontés à des actes qui sont iniques, à des actes qui sont complètement anormaux, et qui en même temps va avoir cet amour que, je dirais, tout enfant a relativement naturellement pour ses parents. Et par rapport à ça, eh bien, il va y avoir une multitude de réactions possibles, soit le déni, donc déni de la perversité d'un des parents, qui va le mener finalement à presque vouloir prendre la défense du parent pervers narcissique, ce qui peut être très très compliqué à comprendre pour le parent victime. Soit il peut y avoir je dirais, le constat qu'effectivement il y a des choses qui ne vont pas, mais on continue à rechercher cet amour malgré tout, on continue à développer des trésors d'inventivité, et donc en fait on va se soumettre à cette perversité, on va se soumettre à ce mode de fonctionnement, parce que finalement on est dans une forme de carence intérieure extrêmement profonde, et qu'on a besoin de ressentir cet amour. Ces enfants-là, finalement, restent sous l'emprise du parent. Et ça n'est pas rare d'assister à ça. Il faudra beaucoup de temps, de maturité pour que l'enfant comprenne qu'il y a un jeu relationnel qui n'est pas sain et qui puisse réussir
je dirais, à s'extraire de ça, mais comprendre le phénomène de la perversité. Et j'en profite pour préciser, peut-on en vouloir à des enfants qui ont donc cet amour très naturel pour le parent, de mettre beaucoup de temps à réaliser qui est le parent pervers naturellement? Non, puisque a priori, et quand il y a eu une fratrie carrément, on se doute que le couple, il a vécu ensemble un certain temps. C'est-à-dire que déjà pour le conjoint, ça a été long de réaliser que l'autre était pervers narcissique. Alors vous imaginez pour des enfants. Et à ce niveau-là, je donne un conseil extrêmement fort, solennel, on va dire. C'est de ne jamais dire à l'enfant qui est son parent, de ne pas poser de diagnostic en fait, parce que c'est extrêmement perturbant et je dirais presque traumatisant pour l'enfant de se dire mais quelque part en fait j'ai un parent qui est un monstre. Et donc en fait en termes d'identification, en termes de racines, se dire moi je viens de là et comment est-ce que je vais réussir à me positionner, comment je vais réussir à concilier cet amour que je ressens pour la personne et en même temps cette conscience que son attitude est monstrueuse. De là, je tiens à dire que ça n'est pas facile pour le parent victime qui va justement rechercher, je dirais, une forme d'appui, de reconnaissance parfois, je dirais, dont il a besoin d'ailleurs pour se reconstruire. Mais le dernier endroit où il faut aller le rechercher, c'est auprès de ses enfants. À savoir, c'est extrêmement important dans ces cas-là d'aller rechercher l'aide des professionnels. Des fois, même la famille, je dirais, élargie, est incapable de reconnaître ça. Donc des gens qui ont suffisamment de recul, parfois des gens qui ont vécu cette expérience-là et qui peuvent effectivement vous valider dans vos expériences, mais surtout, surtout pas les enfants. Je continue maintenant. Donc, pour les enfants, il peut y avoir une troisième solution, mais qui va souvent nécessiter du temps et de la maturité. Ça va être le fait de comprendre qu'on peut être dans un jugement extrêmement ferme sur le fait que le comportement du pervers narcissique, du parent pervers narcissique a été complètement anormal, et pour autant comprendre aussi qu'en tant qu'enfant, on peut ressentir de l'amour ou une envie de partager de l'amour avec ce parent-là. Et ça, c'est la dissociation, la différenciation entre le comportement de la personne et puis la personne elle-même. C'est-à-dire ce qu'elle aurait pu devenir, voilà, avec une vie complètement différente. Et là, je pense que avoir cette notion justement et cette conscience que l'être humain, c'est aussi un être spirituel, c'est-à-dire d'aller regarder à ce qu'on appelle en hébreu la neshama et de se dire la neshama, elle contient de la lumière. C'est aussi, ces gens-là sont aussi des créatures qui viennent de Dieu, qui ont été créées par Dieu. Et donc malgré tout, et même si le parent pervers narcissique s'est complètement perdu, même s'il n'a absolument pas choisi la bonne voie, eh bien malgré tout, il y avait un potentiel qui n'a pas pu s'exprimer, mais il y avait un potentiel positif. Ça va être de la même manière ce que je pense tout enfant qui est issu ou qui a eu un parent qui malheureusement est devenu schizophrène ou qui a atteint des degrés de maladie mentale importante et qui s'est perdu, complètement perdu. C'est important de se dire malgré tout, ces gens-là ont des neshamotes, ils ont une âme. Donc, même si, voilà, humainement, et dans cette incarnation-là, ce qu'ils auront vécu, ça aura été ça, et même si, justement, à ce niveau-là, eh bien après, je vais avoir des choix à faire. Est-ce que moi, je vais continuer à avoir une relation avec mon parent? Est-ce que j'ai la force de le faire? Est-ce que j'ai la force de l'accepter dans cette dimension-là, humaine, qui est détestable? Et de malgré tout continuer à éprouver de l'amour et à vouloir conserver un lien? Est-ce qu'au contraire, c'est trop dur pour moi et à un moment donné, je vais être amenée à, je dirais, couper complètement les liens en me disant je ne peux plus, en fait, je ne peux plus supporter ça. Ce sera le choix de chacun. Mais à un moment donné, il va y avoir un travail de deuil d'un parent rêvé, d'un parent qui aurait su aimer comme les autres, d'un parent qui aurait su se comporter, entre guillemets, normalement. Et ça demande du temps. Donc en fait, laisser l'enfant faire son chemin. En revanche, ce qui est très important
Pour le parent qui quitte un parent PN et qui continue donc à élever ses enfants, à les voir, etc. Ce qui va être très très important, c'est de resituer la réalité du mensonge. C'est-à-dire de rester très factuel, de pouvoir parler. Eh bien, il s'est passé ça, et en fait, tu vois, papa ou maman a dit telle chose, mais en fait, dans la réalité, regarde, ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire que là, eh bien, soit papa, il a mal compris, soit il a menti. Pour que petit à petit, l'enfant arrive à discerner la réalité du mensonge. Qu'est-ce qu'on me raconte ? Qu'est-ce que ce parent pervers narcissique me raconte et qu'est-ce qui véritablement se produit. C'est extrêmement difficile pour un enfant de démêler le vrai du faux. Parce qu'on le sait tous, et je l'ai dit dans les premières vidéos, le propre du pervers narcissique, du vrai, c'est d'avoir un aplomb dans le mensonge qui est absolument incroyable puisqu'il est persuadé, il va finir par s'auto-persuader de ce qu'il dit. Donc, comme il a une capacité de déni qui est totale, et qu'il a la capacité de réécrire complètement l'histoire, il va avoir une force de persuasion qui est extrêmement puissante. Ça veut dire que l'enfant va avoir effectivement tout un travail pour également revalider ses ressentis. Parce que quand on a vécu avec un pervers narcissique, surtout chez un enfant qui est très malléable, qui est très influençable, eh bien, il va y avoir une forme de... à l'intérieur, moi ce que j'appelle les injonctions paradoxales. Il va entendre quelque chose du parent pervers narcissique, il va ressentir quelque chose qui va être complètement différent. Et donc au niveau du cœur, ça crée une espèce de conflit intérieur qui est un conflit quasi permanent. C'est très difficile et l'accompagner là-dedans pour revalider ses ressentis. Est-ce que ça t'a fait du bien? Est-ce que ça t'a fait du mal? Est-ce que tu t'es senti bien ou est-ce que tu t'es senti mal? Même s'il n'arrive pas à mettre de mots sur les choses, il va être malgré tout extrêmement important de revalider ses ressentis propres. C'est une première étape. Et après, et d'apprendre, de lui apprendre à exprimer ses ressentis à lui et de systématiquement lui dire de toute façon tes ressentis ne peuvent pas être mauvais puisqu'à partir du moment où tu les ressens, c'est pas toi qui les crée, ça vient. Et donc si c'est là, c'est forcément qu'à un moment, il y a une vérité intérieure. C'est en lien avec une vérité. Et ça, personne ne peut te nier ça. Si je te marche sur le pied et que tu me dis j'ai mal, personne ne peut te dire non, t'as pas mal. Ça n'est pas possible. Voilà. Donc je dirais que ça se fait beaucoup par étapes en étant extrêmement factuel. L'autre chose qui va être importante, et c'est souvent là où aussi ça pêche et on ne peut pas en vouloir aux parents qui part à un moment donné parce qu'il a été victime. Logiquement, il faudrait recréer en contrepartie, pour contrebalancer ce qui se vit avec le parent PN, il faudrait recréer une espèce de cocon extrêmement sécurisant, avec de la joie, avec énormément d'amour. Étant donné que le pervers narcissique est incapable de donner de l'amour, il va être très important que le parent en face puisse justement faire preuve de beaucoup d'amour, de beaucoup de patience, de beaucoup de... justement, quelque chose qui soit extrêmement rassurant parce qu'il n'y a rien de plus désécurisant qu'un pervers narcissique. Il base toute sa force sur la peur qu'il va susciter chez les autres, sur l'emprise aussi qu'il a sur l'autre. Et donc, un lieu où, au contraire, on va revalider ce que l'enfant a envie de dire, sur ce que l'enfant ressent, sur ses émotions. Et on va l'amener à beaucoup s'exprimer, parler, pour qu'il retrouve un espace aussi où il puisse exister. La seule chose qu'on puisse faire, c'est finalement montrer qu'une autre vie est possible et attendre que petit à petit, l'enfant évoluant, l'enfant grandissant, ils finissent par se dire il y a un endroit où je me sens profondément mal et il y a un endroit où je me sens profondément bien, où là ça va, où je peux respirer, où l'ambiance n'a rien à voir, où on s'occupe de moi. Voilà. Donc, et malgré, je le précise, tout ce que l'enfant peut entendre de l'autre côté, en fait, très souvent, ce qu'il va falloir faire, c'est re-questionner, c'est-à-dire, et comment toi, est-ce que tu ressens? Oui, tu as entendu ça. Est-ce que tu crois que ça te paraît juste? Non, ça ne te paraît pas juste? Eh bien alors, suis ce que tu ressens. Voilà. En fait, très peu rentrer, je dirais, dans
mais la folie du pervers narcissique. Parce qu'à partir du moment, alors ça c'est une grande chose que je veux dire, à partir du moment où le parent victime se défend des fausses accusations, de tout ce que le pervers narcissique va pouvoir dire, en fait c'est comme si, quelque part, il légitimait que ces paroles-là puissent avoir à un moment donné un fondement de vérité. Et donc, en fait, ce qui est très important, c'est de ne même pas rentrer dedans. C'est comme si à ce moment-là, vous rentriez dans la folie de l'autre et que vous essayiez de contrer cette folie. Mais en fait, quand on est face à un fou, on ne va pas discuter pour que le fou, à un moment donné, il retrouve la raison, il retrouve une santé mentale. Eh bien, avec les enfants, il faut faire la même chose. C'est-à-dire, écoute tes ressentis, ça te paraît juste, tu as l'impression véritablement que ça c'est vrai. Et Dieu sait que le pervers, il est capable de dire tout et n'importe quoi à propos de l'autre. Et très souvent, en fait, de l'accuser de ses propres déficiences, de ses propres déviations. Voilà. Très souvent, il va projeter sur le parent victime, il va projeter tout ce que lui, il fait. Donc, il va accuser l'autre, finalement, et reprendre les valeurs de l'autre à son propre compte. L'enfant, au début, il est évident qu'il va être perdu. J'insiste parce que je sais que ça n'est pas facile et qu'on entend à ce moment-là de la part des enfants des choses qui peuvent paraître horribles, énormes, et que la victime, elle peut avoir envie de se défendre de ça. Alors qu'en fait, il ne faut pas rentrer dedans. Pour montrer à l'enfant, en fait, petit à petit, c'est comme si vous lui disiez, vous lui transmettiez comme message, est-ce que véritablement cette parole-là, on doit l'écouter, on doit lui donner du crédit. Pour que petit à petit, il se rende compte, bon ben ok, j'ai un parent qui raconte n'importe quoi. J'ai un parent qui ment. Mais maintenant, petit à petit, en fait, je le sais. Et même si on ne le dit pas de cette manière-là, mais en fait, le message, il finit par passer. L'important, c'est finalement, je le redis, de ne pas mettre d'étiquette finalement sur le parent pervers narcissique. Si l'enfant, une fois devenu adulte, veut mettre des étiquettes, mieux comprendre pourquoi son parent se comporte de cette manière-là ou s'est comporté de telle ou telle manière, alors il ira rechercher. Et on peut lui dire, il y a effectivement un diagnostic à poser là-dessus, sur des gens qui mentent, qui ceci, qui cela, etc. Et peut-être tu peux aller voir un professionnel et le professionnel, il pourra te dire. Voilà, alors après, est-ce que véritablement, est-ce qu'il peut y avoir derrière des nettoyages à faire? Oui, il y aura des nettoyages, surtout pour un enfant qui a vraiment beaucoup vécu l'influence du pervers narcissique, une fois qu'on a agi de cette manière-là. Mais le nettoyage qu'il y aura à faire éventuellement chez certains enfants, ça leur appartient. Ce que je veux vous dire par là, c'est que vous ne pouvez pas forcer quelqu'un en fonction de son niveau de conscience. De toute façon, à partir du moment où il aura conscience qu'il y a eu un problème et que lui a capté des choses qui étaient anormales et qu'éventuellement il va pouvoir retrouver certaines réactions chez lui qui finalement sont un peu du même ordre par moment. Ça va être à lui de faire la démarche et à lui d'aller nettoyer en ayant conscience qu'il n'en veut plus dans sa vie, que ça l'encombre, etc. C'est pour ça que la seule chose qu'on peut faire en tant que parent pour aider ces enfants-là, c'est en revanche par rapport à un enfant qui ment, être extrêmement clair, carré sur « là tu es en train de me mentir ». Je ne rentrerai pas là-dedans, tu me racontes des mensonges. C'est très important de rétablir la vérité et donc aussi dans le comportement éventuel d'un enfant qui peut être amené à agir de cette manière-là. Est-ce que ça veut dire que systématiquement les enfants de pervers narcissiques vont se mettre à mentir et vont devenir pervers narcissiques? Absolument pas. Ça peut arriver, mais ça n'est pas systématique. Notamment, je vous le répète, quand il y a un parent qui va bien et qui en face offre une toute autre proposition face à la vie. Mais effectivement, être dans une grande vigilance et tout en étant dans l'amour, mais beaucoup de clarté sur les limites. C'est-à-dire, ici, là, tu es en train de me raconter des histoires et je ne veux pas écouter ça. De reconnecter aussi beaucoup l'enfant à ses émotions. Pourquoi? Parce que le pervers narcissique n'en a aucune.
Donc l'enfant, tant qu'il est dans ses émotions, tant qu'il exprime des émotions, ça veut dire que de toute façon, il est éloigné de la perversité. Ça aussi, c'est très important. Vous pouvez vous rassurer, et certains parents, de cette manière-là. Ce que je peux vous dire par rapport à ça, ce sont des parcours de vie qui ne sont pas faciles, certes. Personnellement, et comme je pense que nous avons été créés, et qu'il y a bien une source, et qu'il y a bien, donc vous l'appelez comme vous voulez, je pense aussi que la prière, pour protéger nos enfants dans ces cas-là, est extrêmement importante. C'est-à-dire vraiment les mettre sous protection divine, les mettre sous une protection qui dépasse notre seule, je dirais nos seules forces. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le gros problème, c'est que la société, elle n'accueille pas, elle n'entend pas en fait ce phénomène de la perversité. C'est rarissime que vous tombiez sur des gens, déjà chez les psychologues, tout le monde n'est pas au courant. Voilà. Alors, dans le milieu par exemple, dans le milieu juridique, c'est pire que tout, puisque on utilise perversité narcissique, comme on a utilisé à un moment donné l'accusation d'attouchement sur les enfants ou ce genre de choses dans le cadre de divorce. Donc, on a, je dirais, complètement perverti, là aussi, ce qu'est véritablement la perversité narcissique, de telle sorte que la justice ne veut plus en entendre parler. Au niveau je dirais, de tout ce qui est aide sociale, donc assistance sociale, etc., c'est exactement la même chose. De toute façon, ces gens-là ne sont pas formés. Donc, le résultat, c'est qu'il y a une grande solitude, finalement, pour les gens qui ont connu ça, pour les enfants qui vont connaître ça. Il est nécessaire donc d'aller voir des spécialistes, soit des gens qui effectivement ont été formés de manière extrêmement spécifique, donc pas seulement psychologues, parce que les études de psychologie, il y a des psychologues, ils n'en ont jamais entendu parler durant leurs études. Donc des gens qui ont suivi véritablement un cursus qui les a ouverts à ce genre de phénomène. Des gens aussi qui ont connu ça et qui s'en sont sortis. Je dis bien qu'ils s'en sont sortis. Il ne suffit pas. Pourquoi est-ce que c'est très important? Parce que tant que, en fait, on est encore submergé émotionnellement par tout ça, tant qu'on est encore dans une grande tristesse, qu'on n'a pas retrouvé le chemin de la vie, quand on n'a pas retrouvé son pouvoir, sa puissance, une capacité à être soi-même, etc., comment peut-on aider l'autre? Donc en fait, c'est très très important à ce niveau-là que vous alliez voir des gens qui sont, je dirais, des spécialistes. Voilà, si moi je parle de la perversité narcissique, c'est parce que je suis une spécialiste de la perversité narcissique. Je n'ai pas toutes les spécialités à mon actif, mais celle-là, je l'ai. Il n'y a pas de souci. Donc c'est pour ça que je peux vous en parler de cette manière-là. Alors, et c'est pour ça que voilà, j'en reviens à la prière et j'en reviens au fait, si vous croyez dans l'invisible, si vous savez qu'il se passe beaucoup de choses dans l'invisible, eh bien même à distance, on peut protéger ces enfants, on peut véritablement les mettre dans la lumière et faire en sorte que le moins de choses possibles rentrent chez eux. Voilà. Et que même si ça passe des fois par des parcours qui sont extrêmement difficiles pour l'enfant, croire qu'à un moment donné, l'enfant va se réveiller, l'enfant va comprendre certaines choses et qu'il va pouvoir sortir de ce marasme, cette lourdeur qu'il a vécue. En fait, il y a une chose très importante, c'est de savoir que les enfants sont beaucoup plus résilients et beaucoup plus forts qu'on ne pense. On les voit comme des petites choses extrêmement fragiles. Oui, il y a un côté fragile chez l'enfant, mais chez tout être humain. Et qu'il va avoir une manière, lui, d'appréhender les choses où il y a volontairement d'ailleurs, même si c'est dans l'inconscient, mais volontairement, il va refuser de voir certaines choses et il se protège de cette manière-là. Et puis, petit à peu, il va y venir de toute façon, il va grandir, ça va s'éclairer tout ça. Mais vous, votre rôle en tant que parent sain, eh bien, ça va être de garder toujours une confiance extraordinaire dans le fait que votre enfant, de toute façon, il deviendra quelqu'un d'extraordinaire. Voilà, je sais que ce n'est pas toujours facile, c'est tout un chemin. Voilà, c'est pour ça aussi que je souhaitais également, éventuellement, créer un groupe voilà, de coaching qui se spécialise pour les gens qui ont connu ça, que ce soit en tant qu'enfant d'ailleurs ou en tant que conjoint,
pour pouvoir finalement, je dirais, retrouver le chemin de la vie, retrouver l'accès à la liberté, à une véritable liberté, c'est-à-dire vraiment complètement sortir de l'emprise de l'autre et pouvoir tracer sans se retourner, en étant capable finalement de laisser, de mettre ça derrière soi à des hauteurs que parfois on pense ne pas pouvoir atteindre. Alors qu'en fait, si, c'est possible. Voilà. Donc, avant de vous laisser, je précise donc qu'il y a le live, je le redis, le jeudi 20 juin à 19 heures. Vous êtes tous les bienvenus. J'ai donc un atelier coaching la veille, le mercredi soir à 19 heures également, pour ceux que ça intéresse, sur comment est-ce qu'on exprime sa volonté. Voilà. Parce qu'en fait, je me suis aperçue au cours des formations, des stages, des consultations, qu'il y avait beaucoup de personnes qui finalement ne savent même pas ce qu'elles veulent ou ont beaucoup de mal à l'exprimer. Donc voilà, atelier sur l'expression de la volonté. Et donc ce sont des ateliers de coaching, donc il y a un côté extrêmement pragmatique. Et puis si certains d'entre vous sont intéressés éventuellement par des ateliers pour, je dirais, redevenir une personne totalement libre après avoir connu la perversité narcissique, pour récupérer tout son pouvoir, sa joie de vivre, etc. N'hésitez pas à m'en faire part, parce que c'est aussi quelque chose qui me tient énormément à cœur. On se retrouve bien vite sur la chaîne, je vous souhaite plein de belles choses.